Ok. Voilà. Rappelez-moi, en fait, c'est destiné à qui ce petit débat, parce que j'ai complètement oublié. C'est destiné à Alors, Tourville, à la Terre entière. Normalement, c'est aux étudiants de Sciences Po parce qu'on est une D'accord. association étudiante. Mais bon, vu qu'il y a des quotas, une partie des personnes peuvent être extérieures, des gens de l'extérieur aussi. Donc, premièrement aux étudiants et ensuite peut-être aux autres qui s'intéressent au sujet. Et vous êtes combien à la sauce? À Sciences Po. Oui. On est là, on est une vingtaine dans l'association. D'accord, c'est bien. Mais par exemple, on avait fait 2 conférences au premier semestre sur le conflit du Haut-Karabakh. Oui. Et il y avait beaucoup d'intéressés. Dans le premier, il y avait 300. Ouais, dans les deux, à peu près, il y avait 300 spectateurs. Et c'est pour ça que là, je suis étonnée, en fait. Bah oui, mais tu sais, t'as une parcellisation terrible de l'événement, en fait. Hein, le sens même de l'événement a considérablement changé. Hein, donc, si on n'est plus en guerre ouverte, tu sais, oui. C'est intéressant. Hein. Non, mais voilà. Non, mais ce qui est bien avec Internet, au moins, c'est qu'une fois que tu poses quelque chose, ensuite, tu vois, jusqu'à la nuit des temps et l'apocalypse, les gens pourront toujours s'y référer, quoi. C'est ça. Ouais. On va un petit peu attendre, je pense, jusqu'à 40 pour qu'il y ait un peu plus de gens. Ouais. On est en petit comité. Il y a un monsieur qui s'appelle Noubar qui a levé la main, c'est rigolo ça. Ah. Et aussi Maridat Léonore a levé la main. Ça fait déjà 2 mains levées. Hein, quand même. Ils veulent se manifester. Ah. Noubar, c'est son premier Zoom. Félicitations. En général, sur ce genre de trucs, je suis vraiment le plus mauvais, le dernier. Merci beaucoup, Noubar, de votre solidarité. Vraiment, c'est sympa. Rosa, on est d'accord que tu n'as pas accès à la page Facebook, hein? Non. Ouais, c'est ça. Okay. Il n'y a pas. Il n'y a que Gabriel. Parce que c'est lui qui a l'école. Okay, toi, Rosa, tu viens de la République d'Arménie? Oui. Enfin, je suis née en Arménie, mais j'ai vécu une partie de ma vie en Espagne et l'autre en France. Donc, voilà. Wow. Et où es-tu née en Arménie? À Artachat, c'est près d'Erevan. Ouais, je vois, oui. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. L'histoire n'est pas terminée, rassurez-vous. Il faut toujours penser les temps longs, brodéliens. On avait eu l'initiative en fait de créer l'asso avec Gabriel, surtout pour parler de l'Arménie en général, parce que je trouve que c'était un sujet en soi intéressant malgré les guerres et tout le malheur, vous voyez. Donc et ça a pris, honnêtement, on est content qu'on a été nouvellement élus en tant qu'initiative étudiante. Donc c'est cool. Je discutais lors de l'un des dîners du CCF, je discutais avec Mourad Papazian et ils avaient diffusé au préalable, au début de la soirée, un très très joli documentaire sur l'Arménie et à la fin il est sorti passablement énervé en disant j'en ai marre de voir que des vieilles pierres. Et ça m'a marqué parce que malheureusement on a tendance à concentrer effectivement son attention. Alors pour Madame Michu, je veux dire, soit des vieilles pierres, tu vois, antédiluviennes, enfin ancestrales en tout cas, soit à la guerre. Et je pense qu'il y a un déficit, entre guillemets, de normalité, mais prenez-le au bon sens du terme, hein, de normalité, d'épaisseur culturelle, d'épaisseur humaine en réalité, pour tout ce qui concerne l'Arménie. Et je pense que là-dessus, vous avez une belle marge, une belle marge de progression. Hein. Oui, oui. Mais je pense personnellement qu'il faut que, et je vous suggère, bon là en ce moment c'est évidemment très compliqué, mais en temps normal, d'organiser des visites sur place. Quoi. Oui, c'était prévu. Et malheureusement, il y a le Covid, mais dès qu'il y aura plus, dès que la situation se normalisera,
Oui, on va faire des petits voyages en Arménie. C'est bien. Donc ça va être sympa. Alors, bon, il est 31. On attend 5 minutes et on commence si vous voulez. Ouais, je trouve ça augmente un peu quand même. Mm. Par ailleurs, n'entretenez aucun complexe, hein. La multiplication des conférences de ce type-là, des débats de ce type-là, des webinaires dont on ne sait plus quoi faire. Enfin bon, leur multiplication crée en fait un agenda finalement beaucoup plus fourni et pour chacun, hein. Donc l'offre est beaucoup plus importante maintenant. Donc c'est quand même Ouais. rare d'avoir, je participe à pas mal de trucs, y compris, tu vois, politique un petit peu costaud. Bon, les rencontres géopolitiques de Trouville, on pouvait être que 100 dans la salle au lieu de 250. Alors bon, que 100, les autres en général sont allés effectivement sur Zoom et à la fin des fins, au bout de 6 mois, tu as 1000 personnes. Ce qui est considérable, tu vois, et pas plus. Et c'est sur le moment, on n'était qu'une centaine et ça a été annoncé 6 mois auparavant. Ça existe depuis 5 ans, c'est un assez vrai gros truc, tu vois. 8 tables rondes, machin. Et tu avais 150 personnes, hein, pas plus. Ouais. C'est une question de contexte aussi. C'est toujours. Ouais. Non, mais je pense que vous auriez dû appeler ça le Covid en Arménie. Tintin, le Covid, la question des éléphants d'Afrique. Tu vois. Là, en ce moment, t'as du monde, hein. Alors, D'ailleurs, ce serait sympa de rappeler que lundi après-midi, à l'Hôtel de Ville de Paris, se tiennent les 11e Assises nationales contre le négationnisme. Puisque cette année, oui. la thématique est la suivante, 20 ans après la loi de reconnaissance du génocide arménien. Ah oui. Comme je te le dis. Wow. Lundi après-midi, en présentiel, miraculeusement, on a réussi à avoir 50 places dans la grande belle salle de l'Hôtel de Ville de Paris. L'an dernier, je l'ai organisé au Sénat, il y a 2 ans, c'était, je ne sais plus où, à l'Assemblée, bref. Chaque année, j'essaie de le faire dans un joli cœur de la République. Et là, les 20 ans, évidemment, il y aura bien sûr Alexis Gofsian, il y aura la maire de Paris, Vincent Duclerc, bon, après les gens, vous connaissez sans doute, Toragnan, Papazian, bon, et des... Oui, on voilà. les avait invités en plus. Ah, super, Ok. très bien, très bien. Oui. Yanis Roder, du Mémorial de la Shoah, Mario Stasi, la LICRA, bien sûr, le préfet Potier, qui dirige la DILCRA. Non, ça va être sympa. Et donc, il y a aussi un lien que je ferai tourner, un lien Zoom, D'accord. évidemment, pour les gens. Bah, on pourra le partager si vous voulez. Alors, juste, Rosa, Oui. j'ai été mis là. Enfin, je peux maintenant partager le truc sur Facebook. D'accord. Ouais, super. Juste, comment on fait? Parce que je sais pas. Bah, tu dois à côté, il y a écrit normalement tu as 3 petits points plus ta parcours sur Facebook, à côté de QNR. Ok, Ok. Bon, il est 34, je pense que je vais commencer. Ok. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette 3e conférence de Sciences Po pour l'Arménie. Nous avons récemment été élus en tant qu'initiative étudiante et nous tenions donc à remercier chaleureusement la communauté étudiante qui a cru en notre projet et qui a voté pour nous. Donc, nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir 2 intervenantes exceptionnelles, M. Frédéric Ancel et Senghid Akhtar. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 2 mots très rapides sur l'association et sur la raison du sujet de notre conférence aujourd'hui. Si Sciences Po pour l'Arménie est le fruit d'un conflit malheureux ayant ressurgi en octobre dernier, je veux insister lourdement sur le fait qu'elle n'a aucune vocation politique. Nous développons donc l'ensemble de nos actions associatives dans le cadre de l'étude, la théorie et la connaissance. Donc, pourquoi le sujet de la Turquie aujourd'hui? Lors de nos 2 conférences sur le Haut-Karabakh au premier semestre, nous avons pu voir à quel point la Turquie jouait un rôle éminemment important du point de vue géostratégique. Dès lors, il nous semblait logique d'aborder le thème de la géopolitique de la Turquie au Proche et Moyen-Orient et dans le Caucase.
pour comprendre les dynamiques dans lesquelles elle s'inscrit actuellement. Donc, quelles sont les prétentions politiques et matérielles de ce pays à l'échelle à la fois régionale et mondiale? Et de quelle façon la Turquie articule-t-elle dans ce cadre ses rapports avec l'Arménie? Ce seront les axes directeurs de notre conférence aujourd'hui. Alors maintenant, je vais tenter de présenter nos deux intervenants. Donc, nous entendrons d'abord M. Frédéric Ancel. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des relations internationales. Vous êtes professeur de relations internationales à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris. Vous êtes diplômé de Sciences Po et docteur en géopolitique. Vous soutenez votre thèse en 1997 sur la géopolitique de Jérusalem sous la direction de votre maître Yves Lacoste. Vous êtes spécialiste d'Israël et plus largement du Moyen-Orient. Vous publiez de nombreux ouvrages à ce sujet, dont Géopolitique d'Israël, dictionnaire pour sortir des fantasmes avec François Tual aux éditions Seuil en 2004, ou encore Atlas géopolitique d'Israël, aspect d'une démocratie en guerre aux éditions Autrement en 2008. Alors, nous nous sommes intéressés à votre dernière intervention en février 2020 dans le colloque du Centre international de géopolitique et de prospective analytique intitulé « La dérive pan-islamiste et néo-ottomane d'Erdogan, comment l'allié occidental est-il devenu une menace globale ?» où vous y présentez un exposé où vous évoquez la grandeur et la décadence de la politique turque actuelle. Et vous parlez notamment de l'instrumentalisation politique et nationaliste de l'insatisfaction historique turque par Erdogan. Donc, vous mentionnerez peut-être en tout cas ces points lors de votre exposé, qui se concentrera notamment sur la géopolitique de la Turquie au Proche et Moyen-Orient sous le prisme de son rapport à l'Arménie. Dans un deuxième temps, nous entendrons M. Sengi Taktar. Vous êtes journaliste et politologue, doctorant en économie à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous avez publié de nombreux livres relatifs aux relations entre la Turquie et l'Union européenne, dont Lettres aux turco-sceptiques, la Turquie et l'Union européenne en 2004. Vous vous engagez au sein des Nations Unies et dans l'UE. Et enfin, vous êtes engagé politiquement dans la lutte pour la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie, que vous appelez la grande catastrophe. Vous publiez notamment en 2010 un ouvrage intitulé « L'appel au pardon des Turcs s'adressant aux Arméniens », suite à l'assassinat du journaliste arméno-turc Hrant Dink par un nationaliste turc. Dans votre dernier livre, Le malaise turc, sorti en 2020 aux éditions Empreinte, vous relatez, si je puis résumer ainsi, l'échec de la Turquie dans son occidentalisation. Vous évoquez la transformation inachevée d'une Turquie qui plonge finalement dans une crise politique et géopolitique difficile à résoudre. Durant cette conférence, vous évoquerez aujourd'hui la nouvelle politique extérieure de la Turquie. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et je laisse la parole sans plus tarder à M. Ancel, puis à M. Akhtar. Et dans un troisième temps, nous passerons aux questions-réponses que vous transmettra Basile. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Ancel. Si j'ai le feu vert, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis toujours très honoré de parler géopolitique, c'est mon métier, ma passion depuis très longtemps, mais de parler du Caucase, de la Turquie et surtout de l'Arménie en particulier, qui est une cause extrêmement passionnante. Alors, la Turquie, si vous voulez, je vais employer d'abord une boutade, plus exactement, je vais employer une pirouette. Je vais tenter de voir avec vous de quoi la force ou la puissance de la Turquie actuelle est-elle le nom? Eh bien, elle est surtout le nom de notre faiblesse. C'est-à-dire la faiblesse des Européens, la désunion relative assez forte sur un certain nombre de dossiers des Européens, l'absence d'une Europe puissance. Alors, sans doute, ces dernières années, a-t-on pu voir, et jusque y compris en 2020, une sorte de montée en puissance quand même de cette idée, une prise de conscience de la nécessité des Européens d'être plus unis et d'accepter, d'assumer les coûts à la fois moraux, diplomatiques, financiers, budgétaires de la puissance. Et l'un des éléments, me semble-t-il, explicatifs de cette prise de conscience, ça a été précisément la politique turque. Non seulement vis-à-vis de certains États de l'Union européenne, je pense évidemment à Chypre et à la Grèce, mais vis-à-vis de l'OTAN également. Parce que le deuxième point que je voudrais immédiatement développer, c'est lorsque j'évoque notre faiblesse ou notre désunion ou notre impuissance,
c'est celle de l'OTAN vis-à-vis de la Turquie. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de pilote dans l'avion OTAN. Ou plus exactement, le pilote souhaitait cracher l'avion en réalité. Je pense d'ailleurs que si M. Trump avait été réélu, on ne refait pas l'histoire, mais je pense très sincèrement que s'il avait été réélu, il aurait mis fin à l'OTAN. Ça aurait été remplacé par autre chose, mais certainement pas dans sa forme originelle. Or, dans le cadre d'une OTAN à la tête de laquelle, au fond, nous avions un président parfaitement inconséquent, imprévisible et à la fin des fins, s'affirmant irresponsable sur le maintien de cette alliance, la Turquie, comme d'autres membres d'ailleurs, mais en l'occurrence la Turquie, pouvait bien faire ce qu'elle voulait. Et je pense que nous avons, de ce point de vue-là, nous, OTAN et nous, Europe, permis à M. Erdogan de développer beaucoup plus encore peut-être que ce qu'il aurait souhaité, enfin, ce qu'il aurait cru possible il y a encore quelques années de cela, une politique extrêmement proactive, sinon parfaitement impérialiste. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il n'y a pas, me semble-t-il, aujourd'hui dans la région, au Moyen-Orient, ça comme ça, il n'y a pas, ou il n'y avait pas jusqu'à l'élection de Joe Biden, il n'y avait pas jusqu'aux dernières manifestations de mauvaise humeur de M. Poutine, il n'y avait pas d'adversaire. Je veux dire par là que la Turquie de M. Erdogan peut bien frapper impunément un État souverain, à savoir l'Irak, le nord de l'Irak, et en particulier des groupes et des populations kurdes, alors qualifiées de terroristes. Sans doute qu'il y a des terroristes du PKK parmi les cibles turques, mais il n'y a pas que cela, c'est même une évidence, parce que l'Irak est trop faible pour réagir. Idem en Syrie, jusqu'à un coup d'arrêt qui est arrivé assez tardivement de Moscou, au fond, au nord de la Syrie, donc à la frontière turque, on a bien vu que M. Erdogan pouvait en réalité intervenir militairement, soit par le truchement de sa propre armée nationale, soit via des mercenaires au CV un peu compliqué quand même, donc des gens qui étaient recrutés, qui sont recrutés, pour certains chez les anciens du groupe terroriste et assassin génocidaire Daesh, et pour d'autres dans d'autres groupes islamistes concurrents, au nord de la Syrie, notamment pour chasser les Kurdes. Bien. Alors que la Syrie est un État souverain. On peut penser ce qu'on veut de M. Assad, j'en pense pique-pendre depuis maintenant une décennie et bien plus en réalité, mais la Syrie est officiellement encore un État souverain. Et en tout cas, le nord de ce pays n'appartient pas à la Turquie. Idem, enfin, en Méditerranée orientale et dans le Caucase. En Méditerranée orientale, on a vu ces derniers mois, et les derniers mois de l'année 2020, des prospections gazières être décidées par M. Erdogan dans des eaux territoriales souveraines qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas les siennes, je veux dire. Donc les eaux territoriales, en l'occurrence grecques, et dans une moindre mesure cypriote. Bon. De ce point de vue-là, il a fallu qu'Emmanuel Macron prenne en quelque sorte le relais de ce non-pilote dans l'avion OTAN pour très concrètement donner des signes justifiés à mon sens de mauvaise humeur vis-à-vis de M. Erdogan via le fait de dépêcher un bâtiment de guerre en Méditerranée orientale et 18 chasseurs bombardiers Rafale en Grèce. Bon, je constate d'ailleurs, entre nous soit dit, que cela a marché puisque très concomitamment, finalement, M. Erdogan décidait de retirer son bateau prospecteur en quelque sorte et les 2 navires de guerre qui l'escortaient à bon port. Bon. Enfin, dans le Caucase, eh bien, l'Azerbaïdjan a pu remporter une victoire décisive. Alors, non pas la guerre, comme l'aurait dit De Gaulle, mais une bataille en tout cas importante, puisque hélas, je dis bien hélas, la guerre au sens brodélien, au sens des temps longs du terme, n'est pas terminée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une certitude. D'ailleurs, ce qui vient de se produire est une bataille ou une guerre conclue par un cessez-le-feu et certainement pas, vous le savez très bien, par un traité de paix. Certainement pas. Donc, rien n'est définitif dans cette région et même le front, s'il est gelé par l'armée russe aujourd'hui, il n'est que gelé, c'est-à-dire qu'il ne devient pas frontière. Il reste pour l'instant front. Politiquement, rien n'est réglé. Parenthèse fermée. Donc, je vous dirais que pour revenir et pour terminer là-dessus avec la Turquie, là aussi, elle a pu faire à peu près ce qu'elle voulait, notamment en amont, soutenir militairement, équiper, financer dans une certaine mesure son allié, l'Azerbaïdjan, pour mieux frapper l'Arménie, dont M. Erdogan dit là aussi, enfin, pique-pendre, et évoque plus souvent qu'à son tour le reste de l'épée.
le reste de l'épée, ce n'est pas sans renvoyer au génocide arménien de 1915, qui, naturellement, bien entendu, chacun le sait, n'est pas reconnu et nié farouchement à la fois par la Turquie et par l'Azerbaïdjan. Donc là, on a eu effectivement un rapport de force très favorable à l'Azerbaïdjan, pas seulement d'ailleurs du fait de l'équipement turc, mais entre autres quand même, et l'exigence de la Turquie, contrairement à ce qui s'était produit lors de la dernière guerre en 91-94, et après le cessez-le-feu de 94, contrairement à cette époque-là, eh bien cette fois, Ankara a voulu agir de manière là encore très proactive, très interventionniste, en exigeant de Moscou finalement un droit de regard permanent. Alors, ce que M. Erdogan n'a pas obtenu en réalité, parce que là aussi Poutine a été relativement ferme. Néanmoins, les exigences azerbaïdjanaises, d'une part, l'équipement de l'Azerbaïdjan, d'autre part, sont toujours soutenus et peut-être même d'ailleurs encouragés concernant les revendications par Ankara. Alors, je conclurai bien sûr c'est la parole à mon vis-à-vis que je salue. Je conclurai simplement ce premier point de notre débat en vous disant qu'à partir du moment où vous laissez à la Turquie la possibilité de faire à peu près ce qu'elle souhaite, à la fois sur le plan politique et sur le plan, on va dire, religieux, et que vous n'opposez pas un rapport de force, je ne parle pas d'agressivité, je parle d'un rapport de force en lui indiquant quelles sont quand même les lignes rouges à respecter, eh bien, c'est un aveu de faiblesse dont profite allègrement M. Erdogan. Et pour conclure, je vous dirais que la Turquie est un État souverain, là-dessus il n'y a pas de problème. Et la politique décidée par son président, plus ou moins bien, plus ou moins mal élu, et lui appartient cette politique. Mais on ne peut pas être à la fois dans l'OTAN et à l'extérieur dans l'OTAN. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas être à la fois partie prenante de manière extrêmement brutale dans une guerre qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et en même temps vouloir appartenir au groupe de Minsk, ou en tout cas être entre guillemets, arbitre sur place avec l'envoi d'observateurs prétendument neutres. Ça, c'est pas possible. Il faut choisir. On ne peut pas être à la fois partenaire d'Israël, sans être un allié d'Israël, mais partenaire d'Israël, et en même temps divorcer violemment d'Israël sans en payer les conséquences diplomatiques. Et je pense que ces dernières années, la Turquie a tenté de tout jouer, encore une fois, au regard de notre faiblesse, de notre désunion. Mais je pense que fin 2020 et début 2021 marquent peut-être, je ne sais pas quel temps grammatical pour l'instant employé, là aussi une forme de redressement ou de prise de conscience. Et je pense que l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis est une très mauvaise nouvelle pour M. Erdogan, et que là, il va être manifestement obligé de revoir à la baisse un certain nombre de ses prétentions et surtout de ses interventions militaires. Merci beaucoup, Monsieur Ancel. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Akhtar. Si vous voulez. Merci Rosa, merci Basile, merci à votre association de m'avoir invité. Comme disait Ansel, on vit maintenant avec le Zoom. Il y a une offre et aussi une demande vraiment colossale à travers le monde. Alors, vous nous avez proposé les Balkans, le Moyen-Orient, le Caucase. On peut parfaitement y rajouter la mer Égée, la Méditerranée orientale, l'Afrique du Nord et même certains pays de l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment une prétention inouïe pour la Turquie. Et pour avoir une idée sur son activisme, voire son aventurisme, eh bien, moi, j'appelle ça la nouvelle politique extérieure de la Turquie, de la nouvelle Turquie d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment nouveau. Quand on pense aux moto-kémalistes qui était donc paix dans le pays, paix à l'extérieur ou paix dans le monde, eh bien, il y a eu une seule exception jusqu'à la prise du pouvoir de l'islam politique en Turquie, c'était Chypre. Mais sinon, la Turquie, elle était en Turquie. Elle n'allait pas loin, elle n'allait pas plus loin que ça. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, à voir de près donc, cet activisme, on peut aisément parler guerre à l'intérieur du pays, guerre à l'étranger, vraiment, parce que la guerre contre les Kurdes et tout ce qui ne relève pas de l'islam politique, à l'intérieur du pays, on leur fait la guerre.
Et ça, aujourd'hui même, l'université où j'ai enseigné à l'époque de Boğaziçi, eh bien, elle est vraiment sous pression par le régime. Mais enfin, donc, pour comprendre, pour faire sens de tout ça, comme on dit en anglais, je vous propose 14 points, les caractéristiques de la nouvelle politique extérieure de la Turquie. D'abord, c'est une politique révisionniste, impérialiste et irrédentiste. Ansel en a parlé et c'est tout à fait nouveau. Hein. Deuxièmement, la prétention, elle est régionale, voire mondiale. Et je pèse mes mots, ils le disent, ils y croient. Ça peut paraître complètement délirant, mais ils en parlent, ils le disent, n'est-ce pas? Troisièmement, la Turquie s'arme massivement, très important. Ça rappelle un peu l'Allemagne après Versailles, n'est-ce pas? Quatrièmement, évidemment, c'est une politique extérieure très souvent agressive, belliqueuse, arrogante, n'hésitant même pas à défier plus fort qu'elle. Hein. Et là, en l'occurrence, la Russie. Je voudrais rappeler que l'Empire ottoman et l'Empire russe, eh bien, depuis probablement Pierre le Grand, les Ottomans, encore moins les Turcs, n'ont jamais gagné une guerre contre les Russes. Hein. Ça n'existe pas. Donc, eh bien, non seulement ils confrontent les Russes ici et là, eh bien, en plus, ils ont vraiment une prétention de les bousculer, de prendre par exemple leur place dans le Caucase, enfin, sans avoir la moindre idée sur ce que signifie le Caucase pour la Russie aujourd'hui. Donc vraiment une arrogance hors norme. Eh bien, cinquièmement, c'est une politique qui ne lésine pas sur les moyens. Hein, donc, aide en espèces et en nature aux rébellions salafistes, y compris Daesh. Je vous signale que c'est couché dans les rapports des Nations Unies en 2014-2015. On parlait pour la Turquie de l'autoroute Daesh, n'est-ce pas? Tous les farfelus djihadistes du monde passaient par la Turquie pour rejoindre la guerre sainte en Syrie. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est très important. Personne ne l'a oublié d'ailleurs. Eh bien, sixièmement, cette politique étrangère, elle est devenue interventionniste pour la première fois donc c'était en août 2016, la première opération anti-kurde dans le nord de la Syrie. C'est vraiment une première dans l'histoire de la Turquie. Donc après l'intervention à Chypre en 1974, donc 42 ans plus tard, donc intervention armée à l'extérieur des frontières de la Turquie en août de 2016, prétextant bien sûr l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur l'autodéfense. Personne n'y a cru, mais comme disait Ansel tout à l'heure, et ça c'est extrêmement important, on l'a laissé faire. Hein, on laisse faire la Turquie, aussi bien, je parle pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe. Mais je vais y revenir. Donc, septièmement, c'est un pays qui, contrairement à ses habitudes, entretient maintenant des corps expéditionnaires. Hein, et signe des accords de coopération militaire. Donc, exemple, la Libye, le Qatar, l'Azerbaïdjan depuis 2010, il ne faut pas oublier, c'est cette guerre au Karabakh, ça ne s'est pas fait en 5 mois, hein, ça se prépare depuis très longtemps, donc il y a un accord militaire en bonne et due forme, ça s'appelle accord militaire et sur la sécurité entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, et aussi donc Azerbaïdjan, et puis la Somalie, hein, pour ce qui reste de la Somalie, donc surtout Mogadiscio, donc là il y a un corps expéditionnaire. Eh bien, huitième point, cette politique étrangère lance un défi permanent et viole
tout traité international. Hein. Deux exemples. Là, en mer Égée et en Méditerranée orientale, la Convention des Nations Unies sur le droit de mer de 1982 n'est pas appliquée parce que la Turquie n'est même pas signataire. Et en Syrie, dans les zones d'occupation, alors là, il suffit d'écouter Michel Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, et la Turquie viole tous les jours, directement ou par le truchement de ces coupeurs de tête qui tiennent donc la rue là-bas, et viole le droit international, notamment le traité de 1907 sur la responsabilité des forces occupantes. Hein. Donc, neuvième point, les Turcs, et là je reprends donc ce qu'on disait tout à l'heure, mettent pleinement à profit la démission américaine, qui j'espère ne va plus durer, et la frilosité européenne. Donc ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Aussi bien Mogherini que l'Europe n'a pas de politique étrangère, bon ça c'est autre chose, mais même les pays membres de l'Union, dans leur approche à la Turquie, l'ont laissé faire, et il y a à mon avis maintenant un nouvel axe, carrément un nouvel axe, comme à l'époque de la Seconde Guerre, tiré par l'Allemagne, avec 6 pays, la Bulgarie, la Hongrie, Malte, Italie, Espagne et Pologne. Eh bien, ces 7 pays soutiennent Erdogan mordicus, quels que soient ses agissements à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Alors, je suis en train de vous décrire en fait un État voyou. Hein. Il faut appeler un chat. Malheureusement, on en est arrivé là. Alors, le 10e point, regardons un peu quand même aux faiblesses. Eh bien, c'est pas. Ça a beau être. Ça a beau prétendre à une puissance régionale, voire mondiale, ça n'a pas du tout. Ne possède pas les moyens de ses ambitions, hein, ni diplomatiques, ni politiques, ni techniques. Hein. Alors, commençons par le diplomatique. Le ministère turc des Affaires étrangères, qui est une très vieille institution qui date de l'Empire ottoman, créée en 1840, eh bien, est complètement court-circuité. La politique extérieure de la Turquie aujourd'hui est conduite par un petit comité qui est assis au palais présidentiel de 13 membres, en général des espèces de va-t-en-guerre. Évidemment, le comité est présidé par Erdogan, c'est eux qui décident. Et le ministère turc des Affaires étrangères fait le notaire, et on lui dit de faire ce qu'il doit faire, et il exécute. Voilà. On ne leur pose jamais la moindre question sur ceci ou cela, et d'ailleurs, ils font erreur sur erreur. Juste une erreur très récente, par exemple, l'une en Libye, alors que tous les pays qui interviennent d'une manière ou d'une autre en Libye aujourd'hui, on consulte à la fois Tripoli et Benghazi. La Turquie ne travaille qu'avec Tripoli et lance des invectives à longueur de journée aux dirigeants de Tobrouk, Benghazi. Deuxième erreur, avec les élections américaines, eh bien, la Turquie a mis tous ses œufs dans le panier Trump, et ils ont tout perdu. Voilà. Donc, normalement, avec un ministère digne de ce nom, et le ministère turc des Affaires étrangères, il n'est pas né de la dernière pluie, ils auraient pu dire aux dirigeants que ça se passe pas comme ça au niveau diplomatique, n'est-ce pas? Donc, diplomatiquement extrêmement faible, eh bien, politiquement, la Turquie n'a aujourd'hui aucun allié à l'étranger, pratiquement aucun. Et, évidemment, on peut compter Qatar, mais c'est quoi Qatar?
Hein, et donc, la Turquie, et ils appellent ça, d'ailleurs, ils ont inventé un mot il y a une dizaine d'années, ça s'appelle la splendide ou la valeureuse isolation. Bon, isolation peut-être, mais alors la valeur, je n'en sais rien. Et puis, techniquement, donc, avant-dernier point, eh bien, techniquement, les armements que la Turquie produit, notamment les drones d'ailleurs, qui ont fait un dégât monumental, comme vous savez, à Artashk, eh bien, la technologie fine, la haute technologie, elle est importée. Hein, du Canada, du Royaume-Uni et encore d'autres pays, la Suisse, etc. Et c'est ces pays-là, en fait, qui ont permis, il y a vraiment une grosse polémique aujourd'hui au Canada, peut-être que vous êtes au courant, eh bien, notamment par rapport à ces pièces détachées sans lesquelles eh bien, les drones turcs ne peuvent pas fonctionner. Ce que je veux dire, c'est que techniquement et technologiquement parlant, cette force turque, elle ne vaut rien. Alors, autre exemple, tout récent d'ailleurs, un mini porte-avions a été commissionné et fabriqué par nos amis espagnols. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ils sont tout à fait pro-Ankara et ils bloquent toutes les sanctions possibles et imaginables au niveau de Bruxelles. Et leur homme à Bruxelles, Josep Borrell, soi-disant responsable de la politique extérieure de l'Union, qui est en train de discuter en ce moment même avec Lavrov, alors que tous les pays membres de l'Europe de l'Est lui ont dit de ne pas y aller à cause de Navalny, bien sûr, eh bien, il s'y est rendu. C'est exactement le même apaisement, la même politique d'apaisement avec la Turquie. Donc, et finalement, c'est une politique, et je m'arrêterai là, c'est bien sûr c'est une politique non pérenne, absolument pas soutenable. La Turquie, elle est embourbée partout où elle se trouve. Et franchement, évidemment, c'est un coût monumental, n'est-ce pas? C'est économiquement, enfin, après tout, la guerre, c'est l'activité humaine la plus coûteuse. Et tout ça, ça pèse sur une économie qui n'est déjà pas en très bonne santé. Et finalement, je terminerai avec Biden-Harris. Eh bien, c'est une très mauvaise nouvelle et les premières indications depuis une semaine à peu près vont tout à fait dans ce sens. On va probablement vers un clash entre Washington et Ankara. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Maintenant, on va passer aux questions avec Basile. Je ne sais pas s'il m'entend. Où es-tu, Basile? Si, c'est bon, ouais, effectivement. Ok. Je te laisse poser des questions du public. On a déjà une première question, donc je vais laisser Frédéric et Cengiz s'organiser pour qui répondra. Donc, elle est à propos de la puissance de frappe de la Turquie. Donc, que vaut réellement l'armée turque? Autrefois fréquemment classée dans les 10 plus grandes armées du monde, qu'en est-il depuis la tentative de coup d'État de 2016 et dans un contexte de profonde crise économique? La Turquie a-t-elle les moyens de mener une guerre contre une vraie puissance étrangère? Oui, Frédéric? Ouais. Alors, c'est une très bonne question à laquelle il est difficile de répondre simplement parce qu'on n'a pas d'échantillon. Philosophiquement, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de guerre de haute intensité classique, conventionnelle, entre la Turquie et un autre État. Ce qu'on sait, c'est que l'armée turque est parfaitement capable de chasser des civils d'une zone en particulier. Elle est capable d'en bombarder en Irak ou en Syrie. Ça, très bien, mais n'importe qui peut le faire, ça. En revanche, la démonstration d'une efficacité, d'une performance au combat face à une armée moderne et une armée en quelque sorte conventionnelle, enfin, ça, on n'en a absolument pas trace. On ne sait pas du tout ce que vaut l'armée turque. On sait ce que l'armée turque a acheté, on sait de quoi elle est dotée. On sait que grâce et par le truchement essentiel de l'OTAN, l'armée turque est effectivement sur le papier une armée d'abord nombreuse, notamment grâce à une conscription qui n'existe quasiment plus ailleurs, enfin en tout cas
qui n'existe quasiment pas en Europe et dans les pays du Conseil de l'Europe. Mais c'est jamais avec du chiffre et du nombre hein, qu'on gagne les guerres, d'une part. D'autre part, sans l'aval de l'OTAN et d'ailleurs sans un certain nombre de techniques de transmission, sans des pièces détachées, sans des composants fabriqués par les Américains, l'armée turque se retrouverait extraordinairement démunie. Hein. Après, mais je vous dirais que ce n'est pas propre, ma non-réponse n'est pas propre à l'armée turque. Aujourd'hui, je pense qu'on fantasme beaucoup l'armée chinoise. L'armée chinoise, on ne sait absolument pas du tout ce qu'elle vaut. La dernière fois qu'elle est intervenue réellement sur un théâtre d'opération majeur, c'était au Vietnam en 79. Et elle n'a pas été extraordinairement performante. 79, on est en 2011, on est en 2021, excusez-moi, on est en 2021. Bon, c'est encore plus vrai pour l'armée turque. Hein. Et là aussi, c'est intéressant parce que je pense que M. Erdogan se sent obligé de tendre le ressort des énergies nationales, donc en interne, hein, pour rester au pouvoir, pour tenter de rester au pouvoir, un pouvoir qui s'est considérablement effrité, je veux dire en termes de prestige, hein, dans la population. Si demain avait lieu des élections démocratiques dans le cadre d'un scrutin sincère et transparent, hein, il n'est absolument pas certain qu'il remporterait ces élections, contrairement aux années 2010, et par conséquent, il fait comme beaucoup d'hommes d'État, et notamment d'hommes d'État autoritaires, il joue sur le nationalisme. Et il fait vibrer très puissamment la fibre nationaliste. Et pour cela, la démonstration de force, comme je le dis souvent en géopolitique, vaut force. Mais encore une fois, ça ne signifie pas que l'armée turque soit une armée réellement efficace et puissante. Oui, alors donc j'en ai parlé un peu, je vous ai parlé des pièces détachées importantes sans lesquelles l'armée turque ne peut pas fonctionner. En tout cas, les drones, ces tueurs ne peuvent pas fonctionner. Vous savez, l'armée turque, la deuxième armée la plus forte de l'OTAN, ça c'est un mythe. Hein. C'est un mythe. On ne fait pas la guerre avec l'armée de terre. Le concept de guerre, moi je ne suis pas spécialiste, mais le concept de guerre de l'armée turque, c'est un très vieux concept. On met le paquet, n'est-ce pas? On bourre. C'est exactement comme ça que ça marche aujourd'hui dans le nord de la Syrie. On envoie tank sur tank. Il y a des quantités de soldats dont on ne sait pas quoi faire. Il suffit qu'il y ait un avion qui les bombarde et puis c'est terminé, quoi. Donc, l'armée a pris un sérieux coup avec ce soi-disant coup d'État qui était un coup d'État contrôlé de juillet 2016. Ils ont purgé énormément de gulenistes donc, qu'ils accusaient d'avoir fomenté ce coup d'État. Et surtout, l'armée de l'air a pris un sérieux coup là. Donc, la Turquie manque de pilotes. Mais en gros, quand on regarde ce que les opérations turques, il n'y en a pas beaucoup, donc, sauf en 1974, comme je vous ai expliqué, et là, récemment, en 2016, 17 et 18, eh bien, la Turquie s'attaque toujours à plus faible qu'elle, l'armée turque. Donc, elle ne s'est jamais confrontée, elle ne s'est jamais frottée à plus fort qu'elle. Et là, en l'occurrence, c'est la Russie. Et si aujourd'hui, c'est mon analyse, si aujourd'hui la Russie ne se débarrasse pas de la Turquie en Syrie, c'est parce qu'elle ne sait absolument pas comment les choses vont tourner et elle utilise la Turquie à fond contre l'OTAN. Donc, et là, il y a un autre calcul beaucoup plus politique et stratégique que militaire, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi la Turquie a l'air de tenir contre la Russie en Syrie et il l'utilise d'ailleurs, les spin doctors du régime l'utilisent très souvent quand ils s'adressent aux décideurs américains en disant regardez, en Syrie, on tient les Russes, eh bien, il faut nous considérer comme des bons alliés. Évidemment, les choses ne marchent pas comme ça, elles ne vont pas marcher comme ça. Donc in toto, je crois que c'est vraiment une armée très nombreuse, 750 000 soldats à peu près, et techniquement, donc technologiquement très dépendante. Et dans l'OTAN,
eh bien, elle est considérée comme donc une armée loyale, mais avec ce qui s'est passé depuis juillet de 2016, il y a beaucoup d'interrogations à Bruxelles au quartier général de l'OTAN sur cette Turquie alliée des 29 autres pays. C'est vraiment il va se passer certainement des choses. Je vous conseille, pour ceux qui s'y intéressent, de lire les 138 recommandations pour l'OTAN 2030 qui viennent d'être publiées. Évidemment, on ne nomme pas la Turquie, on ne nomme personne, mais il y a des recommandations, j'en ai retenu 4 en tout cas, qui vraiment visent directement la Turquie et tout ce qu'elle a fait ces 5-6 dernières années contre vents et marées et surtout contre les partenaires de l'OTAN, ses partenaires de l'OTAN. Merci beaucoup pour vos deux réponses, Frédéric et Senghis. Une deuxième question, justement, en parlant d'OTAN et d'Occident. Comment expliquer la non-réaction des Européens ou des Occidentaux face aux provocations constantes de la Turquie? Et un peu question dans la question, est-ce uniquement à cause du chantage, de la pression migratoire opérée par la Turquie, de la volonté européenne de réduire sa dépendance énergétique à la Russie? Ouais. Allez-y. C'est un petit peu, merci. Non, mais je dirais que c'est un petit peu tout ça, en général. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse épée de Damoclès que j'ai qualifiée à plusieurs reprises d'épée de Damoclès en carton. Parce que de deux choses l'une, soit M. Erdogan nous menace d'envoyer quasiment manu militari 2 à 3 millions de réfugiés syriens en Europe, via la Grèce et éventuellement la Bulgarie, soit ils cherchent à les renvoyer chez eux en Syrie, notamment au nord de la Syrie. Je rappelle que ça a été en l'occurrence l'une des légitimations officielles d'Ankara pour attaquer le nord de la Syrie, voilà maintenant un peu plus d'1 an. Alors ces réfugiés, soit ils vont en Syrie, soit ils vont en Europe, ils ne peuvent pas se dédoubler. Donc c'est réellement une fausse épée de Damoclès et malheureusement on y a pour beaucoup, souscrit en quelque sorte. Encore une fois, on s'est fait peur en réalité nous autres Européens. Ensuite, on est divisé, ça a été très très bien dit par Senghis, on est divisé, je veux dire encore une fois, le on pose problème, là, on a un problème de représentation d'une Europe puissance et à minima unie. La Hongrie ne marche absolument pas avec le reste de l'Europe sur la plupart des questions d'ailleurs géopolitiques. L'Allemagne, pour des raisons économiques qui franchement ne remontent pas à hier, l'Allemagne et la Turquie, ex-Empire ottoman, ça fait quand même Second Reich et Empire ottoman, c'est déjà une très vieille histoire économique et industrielle. Bon, si vous ajoutez à cela la crainte du pouvoir du régime allemand de troubles intérieurs au regard de la présence en Allemagne de millions de ressortissants turcs, alors turcs ou kurdes, mais de toute façon ressortissants turcs, et puis peut-être effectivement la pusillanimité d'un certain nombre d'autres États méditerranéens, auxquels monsieur a très très bien fait mention. Écoutez, tout cela donne quelque chose qui n'est pas très cohérent, et en tout cas qui n'est pas très fort. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Europe, encore une fois, l'Europe puissance doit absolument progresser et face à des défis dont la Turquie actuelle, en tout cas, représente peut-être le visage le plus clair, peut-être le plus menaçant. La Chine étant un cas à part d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, encore une fois, ça ne pouvait venir que de Washington. Et l'OTAN, fondamentalement, on peut toujours évoquer la politique otanienne du Grand-Duché du Luxembourg ou de la monarchie belge, ou de Malte, mais il faut rester sérieux. C'est à Washington qu'il va falloir régler les choses. Et là encore, ça ne peut venir pour l'instant, dans un premier temps, que de Washington. Bien, un peu dans le même sens, moi j'ai retenu, j'ai beaucoup écrit sur la question et sur la politique d'apaisement donc menée par l'Allemagne, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec 6 autres pays membres de l'Union européenne. Eh bien, les apaiseurs, j'ai décelé 5 points importants sur lesquels ils appuient pour expliquer aux autres leur politique. Eh bien, la première raison, c'est l'OTAN.
pratiquement tous les autres pays donc membres de l'Alliance Atlantique ont une peur bleue que la Turquie tombe dans les bras de Poutine. Le problème, c'est que c'est déjà fait. Hein. Mais bon, ils continuent à en avoir peur. Ça, c'est la première raison. La deuxième, Frédéric l'a évoqué, ils ont une peur bleue des éléments agressifs et complètement contrôlés par les ambassades turques de la diaspora, surtout dans les pays de l'Europe occidentale, hein, Autriche, Allemagne, France, le Benelux, etc., et les pays du Nord. Donc là, ils n'en veulent pas. Hein. Ils peuvent être méchants. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, vous vous rappelez, à Lyon pendant la guerre à Artach. Donc, troisièmement, l'accord sur les réfugiés. Alors, à tort ou à raison, on peut en parler pendant des heures. Ils ont une peur bleue, et encore une fois, que Erdogan leur dise non, non. Et Erdogan les utilise. Plus il calme Erdogan, plus Erdogan les abuse. Ça, ils n'ont pas encore compris, ils ne veulent pas le comprendre. Quatrièmement, c'est un point très important, il y a quand même, par ces temps de pandémie et de chute drastique de toute activité économique, eh bien, ils ont des intérêts économiques très importants en Turquie. Vous savez, le CAC 40 est en Turquie, toutes les grosses boîtes européennes en Turquie depuis 2004, depuis le début des négociations avec l'Union, eh bien, ils ont beaucoup investi et c'est un partenaire très important. Il y a à peu près, si je ne m'abuse, 30 000 sociétés européennes qui travaillent en Turquie. Donc, par exemple, les Espagnols qui tremblent à l'idée que quelque chose de mauvais va se passer en Turquie, eh bien, ils ont racheté une très grosse banque. Ils le disent d'ailleurs. Ça vaut à peu près 40 milliards d'euros. Ils ont très, très peur. Et cinquièmement, un peu en rapport avec ça, les Européens ont très peur en fait d'accélérer l'implosion de la Turquie, qui va arriver, à mon avis, tôt ou tard. C'est la raison pour laquelle ils apaisent. En face, bien sûr, il y a une nouvelle parole, une nouvelle proposition tirée par la France, hein, le nom du président Macron, qui a été très clair et qui est suivi, en fait, avec l'Autriche, le Chypre et la Grèce, et qui a donné des résultats. Mais pour l'instant, c'est les apaiseurs qui ont la main haute, en tout cas. Merci beaucoup encore pour ces réponses. Peut-être une ou deux dernières questions avant que Frédéric Ancel doive partir, comme vous l'avez prévenu. Et donc justement une question en même temps sur Israël. Envisagez-vous la possibilité d'un rapprochement entre Israël et la Turquie autour du ciment commun azerbaïdjanais? Alors, c'est aussi une très très bonne question. D'abord, premier point très important, je le dis et je l'écris depuis de nombreuses années, l'alliance entre la Turquie et Israël est un fantasme. Il n'y a jamais eu d'alliance entre la Turquie et Israël, ou alors les mots n'ont pas de sens. En géopolitique, comme dans les autres disciplines, épistémologiquement, il faut être extrêmement sérieux. Une alliance, ça signifie quelque chose. Il y a eu entre 1996 et 2009-2010, l'affaire du Navi Marmara et les mois qui ont suivi, il y a eu effectivement un rapprochement technique, technologique, militaire aussi, hein, puisque notamment l'espace aérien turc servait de théâtre d'entraînement pour les pilotes israéliens, d'une part. D'autre part, il y avait de la part des Israéliens une volonté qui est acceptée, enfin il y avait une demande turque, donc une acceptation d'Israël de réparer, de moderniser un certain nombre de pièces détachées et d'appareils militaires turcs qui devenaient vétustes. Bon, ça c'est vrai. En revanche, l'eau turque n'a jamais coulé en Israël. Là, on est resté sur des projets qui n'ont absolument jamais abouti et qui n'aboutiront pas, puisqu'Israël finalement a enclenché à partir des années 2010 une grande politique de construction d'unités de dessalement d'eau de mer. Et donc le château d'eau que constitue la Turquie, de ce point de vue-là, ne servira pas et n'a jamais servi à Israël. Par ailleurs, dans les cénacles diplomatiques internationaux,
la Turquie votait systématiquement contre Israël, bon, donc qui le lui rendait bien. Donc il n'y a jamais eu d'alliance. Il y a eu une forme de proximité. Elle a duré environ 15 ans, 16 ans, pas davantage, qui est très peu quand même à l'échelle de l'histoire de ces deux pays, mais pas davantage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la volonté d'une partie du personnel politique et militaire israélien de fonctionner ou de refonctionner avec la Turquie. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez une carte du Grand Moyen-Orient, donc Méditerranée orientale, Caucase, Proche-Orient, toute cette zone-là, le pays le plus puissant, bien évidemment, Israël ne va pas compter sur l'Iran, en tout cas pas avec ce régime-là. Donc, celui qui serait susceptible de revenir dans de bonnes grâces et qui serait intéressant sur le plan commercial et technologique, c'est la Turquie. Mais je ne vous parle bien que d'une partie de la classe politique et militaire israélienne, car en réalité, ce qui intéresse les Israéliens ces dernières années, et on l'a bien vu, et on l'a cruellement vu à l'automne dernier, c'est l'Azerbaïdjan. Bien sûr, l'Azerbaïdjan est moins puissant que la Turquie, mais au fond, l'espace aérien azerbaïdjanais est peut-être encore plus intéressant parce qu'il borde sur plus de 600 km l'Iran. Vous n'êtes pas sans savoir quand même que les relations sont relativement fraîches entre Israël et l'Iran. Vous apprécierez mon sens de la litote et qu'une confrontation militaire n'est pas du tout invraisemblable dans les prochains mois ou les prochaines années. Et puis, l'Azerbaïdjan joue beaucoup de son pétrole. Alors, dans 10, 15, 20 ans, il y aura vraisemblablement plus de pétrole dans l'Azerbaïdjan. Mais pour l'instant, il y en a encore. Et l'un des débouchés de l'Azerbaïdjan, c'est Israël. Israël l'achète en Azerbaïdjan ou ailleurs, peu importe, le pétrole n'a pas d'odeur comme l'argent de manière générale. Alors si vous mettez tout cela, si vous voulez, si vous alignez ou si vous mélangez ces pièces du puzzle, au fond c'est moins la Turquie en soi que l'Azerbaïdjan qui ces dernières années a intéressé Israël. Maintenant de l'autre côté turc, on s'est aperçu, me semble-t-il, que le divorce assez soudain, assez subi, assez agressif, voulu, assumé par Ankara, avec notamment, encore une fois, l'affaire du Navi Marmara et depuis le soutien, pas seulement à la cause palestinienne, ce qui est très légitime, mais le soutien au Hamas, donc aux frères musulmans, aux Irwan. Et on revient à ce que disait tout à l'heure Sandy, c'est-à-dire que le soutien à l'islam politique, et notamment aux frères musulmans de la part de la Turquie, est un soutien qui va du Maroc au Pakistan, en passant donc par le Hamas palestinien. Eh bien, si on ajoute donc que les Turcs se sont aperçus que ce divorce leur avait coûté cher, notamment sur le plan diplomatique et jusqu'à Washington, il y a visiblement ces derniers mois, ces dernières semaines, quelques tentatives turques de rentrer peut-être dans les bonnes grâces, en tout cas de revenir à des relations moins glaciales avec Israël. Et là, je dois vous dire qu'en Israël, il y a un véritable débat. Et ce débat, ça va peut-être vous surprendre, mais il passe notamment par une variable morale, éthique. Ce n'est pas toujours le cas en géopolitique, c'est le moins qu'on puisse dire, malheureusement, c'est comme ça. Et cette variable, elle est arménienne. Et ces dernières années, on est passé, je vous donne un chiffre qui est très éloquent à ce niveau-là, on est passé à la Knesset, dont vous savez que cette chambre unique compte 120 députés, on est passé subitement en 2010 de 3 députés israéliens demandant à l'exécutif la reconnaissance du génocide arménien à 30. De 30, on est passé à 33. Alors, ça ne fait toujours pas 61 députés. Et quand bien même, est-ce que la Knesset aurait voix au chapitre pour reconnaître, alors symboliquement, oui, le génocide arménien? Ça ne suffirait peut-être pas parce que c'est l'exécutif qui, bien évidemment, a la haute main, et notamment sur les questions de défense et de défense étrangère. Néanmoins, dans l'opinion publique israélienne, d'une part, à la Knesset, d'autre part, et finalement, dans un certain nombre de milieux politiques et militaires dans lesquels qui se défient de la Turquie, qui ne croient pas, qui ne font pas confiance en réalité à la Turquie, ou qui préfèrent jouer maintenant sur l'alliance avec la Grèce, Chypre et la Bulgarie, ce qui permet de pallier la fin des bonnes relations avec la Turquie. Là encore, reprenez une carte. Bon, eh bien, au fond, on considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ce débat, il n'existait pas vraiment il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, cette variable morale ou éthique passant par l'Arménie, et notamment la reconnaissance ou la non-reconnaissance, en l'occurrence pour l'instant, du génocide arménien, fait débat, fait sens. C'est intéressant. Alors, ce n'est qu'une évolution, elle est timide, mais elle existe, et c'est important de la souligner. Merci beaucoup, Monsieur Ancel, pour encore cette réponse. Et je pense qu'il est peut-être 7h25, on va peut-être vous libérer. Vous remercier encore une fois chaleureusement. Merci, désolé de devoir vous quitter. Merci beaucoup pour
pour ce débat. Merci beaucoup, Cengiz, d'avoir tenu, d'avoir accepté aussi ce débat avec votre humble serviteur. Et je précise, mais je crois que vous le direz, je précise que j'organise chaque année avec la LICRA, la Paris School of Business, et la DILCRA, les assises nationales contre le négationnisme, que cette année, elles se tiendront lundi prochain, lundi après-midi, à l'Hôtel de Ville de Paris, sous le haut patronage de la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'an dernier, nous étions au Sénat, sous le patronage et en présence du ministre Blanquer, et que cette année, la thématique est la suivante: 20 ans après la loi de reconnaissance du génocide arménien, il faut toujours, quelles que soient les considérations géopolitiques, lutter contre le négationnisme. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Infel. Donc, je pense continuer peut-être à poser encore quelques questions. Allons-y, on a une bonne demi-heure, non? C'est ça? Oui, on a encore. Oui, jusqu'à 18h. Oui, c'est très bien. Donc, une nouvelle question, c'est: pourriez-vous revenir sur l'implosion de la Turquie qui a été mentionnée pendant la conférence, et quels en seraient les facteurs selon vous? Pourriez-vous revenir sur l'implosion de la Turquie? À l'implosion de la Turquie, et quels en seraient les facteurs selon vous? En tout cas, tout laisse penser que vraiment, à défaut d'alternatives politiques, eh bien, le pays va finir par imploser parce qu'il y a une telle polarisation, et puis pas une polarisation avec deux pôles, il y a une polarisation vraiment à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs pôles qui se battent entre eux. Peut-être que leur dénominateur commun, c'est l'antipathie kurde. Mais le régime d'Erdogan est soutenu par n'est-ce pas, par une portion non négligeable de la population, qui tourne autour de 50%. Et quand il s'agit des aventures étrangères dont on parle ce soir, eh bien, ce soutien monte à presque 75%. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? N'est-ce pas? Économiquement, le pays est à bout de souffle. Il y a une question d'ailleurs: comment la Turquie réussit à financer son développement économique? Elle ne finance rien du tout. Maintenant que la candidature à l'Union européenne est tombée à l'eau, alors tous ceux qui ont investi à partir de 2004 cherchent à sauver leurs billes. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont très peur que la Turquie implose. Eh bien, le crédit n'arrive plus du tout. Ils font tourner, ils gagnent du temps avec ce qu'on appelle le hot money, c'est-à-dire l'argent spéculatif qui vient pour les taux d'intérêt qui frisent les 20%. Donc, c'est dans la Turquie aujourd'hui dans la même ligue que le Venezuela, le Zimbabwe, etc., le Brésil, qui va pas très bien non plus. Donc, c'est une... je veux dire, le temps fait son chemin et le pays s'enfonce à défaut justement d'alternatives politiques, et surtout avec un régime qui n'est pas du tout prêt à partir avec les élections. On ne sait même pas s'il y aura des élections en 2022 ou 2023, parce que ce régime et les dirigeants, donc Erdogan, la famille, etc., c'est un peu comme Ben Ali, n'est-ce pas, en Tunisie, il y a quelques années. Donc, eh bien, ce régime est tellement pourri, est tellement impliqué dans les affaires, sans parler de la violation de la Constitution et de toutes les lois qui existent, que s'ils perdent le pouvoir, ils vont directement aller dans l'après-midi à la cour martiale. Hein. Donc, évidemment, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc toutes les chancelleries occidentales savent ça. Eh bien, mais ils ont très peur parce qu'une implosion de la Turquie signifie une Syrie puissance 10, 20, 30, n'est-ce pas? C'est un pays qui frise les 84 millions d'habitants. Je vous signale que depuis le coup d'État contrôlé de juillet 2016, d'après les services britanniques,
il y aurait eu à peu près 2 millions de Turcs qui sont déjà partis. Et ce n'est pas les pires, en plus, c'est ceux qui… Donc, c'est fuite de cerveau, en fait. C'est un peu comme l'Iran après 79. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue politique, il n'y a pas d'issue économique. La Turquie, ce n'est pas comme l'Iran. La Turquie n'a pas de ressources naturelles, comme vous savez. Et l'économie turque, c'est une économie qui est très dépendante de l'importation. C'est vrai qu'elle exporte beaucoup, mais il faut qu'elle importe d'abord pour pouvoir exporter. Juste un chiffre pour les économistes, le pourcentage de la haute technologie dans les exportations turques tourne autour de 3%. C'est rien. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ça. La Grèce, c'est 13%, par exemple. La Corée du Sud, c'est dans les 40-50%. L'Allemagne, c'est 80%. La France, ce n'est pas loin. Donc, vous voyez, on ne va pas loin avec ça. Donc, voilà, un pays en difficulté et qui ne voit pas le bout du tunnel. Merci beaucoup encore pour cette réponse. Une nouvelle question, donc là, sur la Turquie. Existe-t-il un mouvement laïque et pro-occidental en Turquie, et même au sein du parti kémaliste? Et si oui, comment est-il perçu au sein du pays? Oui, ce mouvement existe. Le problème, c'est que ce mouvement, il ne représente absolument pas d'alternative politique. C'est l'ancienne Turquie, ils ont fait beaucoup de choses. C'était une occidentalisation imposée par le haut. Ça a fait des rhizomes. Maintenant, ils sont en minorité et la Turquie est en train de se désoccidentaliser. Est-ce qu'il représente je répète, une alternative politique? Non. Et tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils réclament, c'est de revenir en arrière. Or, c'est justement à cause de leur politique que l'islam politique a réussi à se faire un petit nid qui est devenu très gros maintenant. Eh bien, donc, non, il y a beaucoup de citoyens en Turquie qui sont laïques, qui sont même athées, qui ne s'intéressent pas du tout à la religion. Mais je veux dire, c'est pas sociologiquement parlant, ils n'ont pas, une fois de plus, la haute main. Merci beaucoup. Comment voyez-vous l'avenir de l'Artsakh et plus largement de l'Arménie après les événements récents? Je discute avec beaucoup d'amis arméniens, aussi bien en Arménie que dans la diaspora, pas seulement en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Surtout avec Gérard Libaridian, que les gens n'aiment pas trop parce qu'il a son franc-parler. C'est très difficile. Je ne vois pas comment la communauté internationale pourrait reconnaître l'Artsakh maintenant comme indépendant. Enfin, il y a encore un État australien qui vient de la reconnaître, vous le savez certainement. Mais je veux dire, ça ne va pas aller plus loin que ça. Je crois que le statu quo du 10 novembre dernier va durer. Je dirais même ad vitam aeternam. C'est vrai que donc cette situation de ni guerre ni paix qui a duré entre le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui va prendre une autre forme. Les gens de Karabakh vont continuer à vivre là-bas dans les terres qui leur restent. Et à mon avis, la Russie ne va jamais accepter à ce qu'une administration azérie se mette en place. Maintenant, pour le grand rêve azéri d'établir donc une liaison entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan en passant par le territoire donc purement arménien, là, eh bien, ça, c'est pas prêt d'être réalisé. Je crois que les Russes vont jouer avec ça jusqu'à la fin. Il faut d'abord que les choses
se stabilise, n'est-ce pas, surtout en Arménie. Hein, c'est pas encore dit. Il y aura très probablement des élections, on ne sait pas quand. L'ancienne élite, veut le pouvoir. À mon avis, ça ne marchera pas. Mais et alors finalement, les relations dont on parle pas mal ces jours-ci, donc la normalisation des relations entre la Turquie et l'Arménie, franchement, c'est pas demain la veille. Hein. Moi, je pense pas que quel que soit le gouvernement en place à Yerevan, avec tout ce qui s'est passé, on n'est pas prêt, et ça je comprends, à normaliser les relations. De toute façon, la Turquie et l'Azerbaïdjan eh bien, vont essayer d'imposer leur point de vue à l'Arménie. Ils fricotaient avec cette idée de coopération régionale avec 6 pays, donc avec la Géorgie et l'Iran en plus. C'est de la chimère, tout ça, c'est des choses qui ne vont jamais se réaliser. Et donc, on est vraiment, pour l'instant, on est accroché au statu quo du 10 novembre, qui, à mon avis, va durer au moins jusqu'aux élections arméniennes. Parce qu'en Iran, pas parce qu'en Azerbaïdjan, il ne se passera rien. Et Aliyev va rester jusqu'à la fin de ses jours président de la République d'Azerbaïdjan. Merci encore pour cette réponse. Une question qui, je pense, va être la dernière. Le nationalisme outré dont témoigne Erdogan, mais d'autres avant lui aussi finalement, et son expansionnisme, ne sont-ils pas le signe d'un problème d'identité fort de la Turquie? Et globalement, qui se sent turc en Turquie? C'est une excellente question. Vous savez, j'en parle dans mon dernier livre qui vient de sortir, Le malaise turc. Je crois que je vais vous l'envoyer à tous. Oui, on la partagera sur notre site. Enfin, on Voilà. donnera toutes les références. Voilà, je viens de vous envoyer là, au site des éditions d'Empreinte. Je jetais un coup d'œil parce que je ne parle pratiquement que de ça. Donc, vous savez, la nation turque est une invention, comme toutes les nations. Hein, la plupart, je ne parle pas des communautés, je parle des nations pures et dures. Donc, et surtout la nation turque post-impériale, eh bien, est une création qui, de par son invention, a été handicapée dès le départ, handicapée et handicapante. Eh bien, parce que la nation turque ne pouvait s'appuyer que sur l'islam pour exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de place aux non-musulmans dans la nouvelle nation qui était en train d'être inventée vers la fin du 19e, début du 20e. D'où le génocide des Arméniens, d'où le génocide des Grecs pontiques, d'où l'échange de population avec la Grèce, qui était un échange ethno-religieux. Aujourd'hui, la Turquie est le pays le plus homogène, religieusement parlant, de la région. Hein. Donc, qui reste pratiquement plus de sujets non musulmans, parce que pour les raisons que je viens de dire. Eh bien, ça a évidemment c'est très important et c'est très lourd à porter, ça, n'est-ce pas? Et ça a façonné le turc sunnite, ça a façonné toute la sociologie du pays. Vous savez, quand on avale, quand on accepte, quand on oublie, quand on veut oublier, quand on récuse, quand on nie un crime comme le génocide des Arméniens, une telle société n'a pas beaucoup d'avenir. Et c'est exactement le cas aujourd'hui en Turquie. Pourquoi ce régime a réussi à s'installer, qui est un régime complètement totalitaire, hein, autoritaire, ça ne veut rien dire. Autoritaire, ça veut dire que l'autocrate s'en va, les choses redeviennent normales. C'est pas vrai. L'autocrate, le jour où il va s'en aller, il va rester des millions de Turcs qui sont tout à fait d'accord avec lui, avec son idéologie. Donc, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi cette société qui avait quand même un bagage
derrière, qui n'était pas né de la dernière pluie, n'est-ce pas, s'est retrouvé dans une situation pareille. Eh bien, parce que ses fondements étaient en argile. Et parce que ces fondements ne pouvaient pas tenir, n'étaient pas solides. Imaginez l'Allemagne aujourd'hui, une Allemagne qui n'aurait pas fait sa mea culpa sur la Shoah. Vous croyez qu'elle serait, elle serait pareille? Elle serait un pays normal, une société normale, fonctionnant normalement? Bien sûr que non. Il faut aussi réfléchir, vous êtes tous des sciences beaux-arts, eh bien, il faut aussi réfléchir aujourd'hui par exemple, en la matière, à tous ces pays de l'Europe de l'Est qui, après la fin du communisme, lorsque la chape communiste a disparu, eh bien, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont tous commencé par nier tout ce qu'ils ont fait aux Juifs de leur pays. La Pologne en premier. Bon, c'est vrai qu'il y a des Polonais qui ont énormément souffert également. Enfin, il y a eu quand même 3 millions de Juifs polonais qui ont disparu. Il suffit de voir le documentaire de Lanzmann, la Shoah. Il continue encore à siffler, à regarder dans l'air. Hein. Donc, c'est des pays qui ne se sont jamais confrontés à ce genre de réalité. Et d'où, d'ailleurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie et la Pologne. Moi, j'ai donné ça comme travail, comme devoir à mes étudiants à l'Université d'Athènes. Je ne suis pas journaliste d'ailleurs, hein, Rosa, je suis professeur à l'Université d'Athènes. Eh bien, donc, c'est vraiment un phénomène très intéressant, très important, n'est-ce pas, à relever. Donc, une Turquie qui n'a pas fait, qui n'est pas capable de confronter son passé, à mon avis, n'a pas beaucoup d'avenir. Hein. Voilà. Bon. Cette dernière question, je crois qu'elle va clôturer notre conférence. Je suis désolée pour le journaliste. Aucun problème, aucun. Je fais des chroniques, en revanche, dans les journaux, hein, dans le Monde. D'accord, c'est ça. Ok. Mais voilà, Financial Times et des choses comme ça. Mais Ok. Bon, bah, on pourra retrouver vos chroniques dans ces différents journaux. Donc, je tiens vraiment à remercier nos spectateurs pour ces questions pertinentes et encore une fois à vous, Monsieur Akhtar, d'avoir accepté et Monsieur Ansel, bon, qui est déjà parti. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur la position de Monsieur Akhtar sur la Turquie et la nation turque, je vous invite à vous référer à son dernier ouvrage, Le Malaise turc, sorti en 2020, dont voilà, je vous donnerai toutes les références sur notre site Sciences Po pour l'Arménie. Et plus largement, si vous êtes intéressé par le sujet du génocide arménien, je vous invite à assister aux 11e Assises nationales contre le négationnisme organisées par M. Frédéric Ansel le lundi 8 février à l'Hôtel de Ville de Paris. Nous partageons également cet événement sur notre site. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois d'avoir assisté à la conférence et vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci. Bon. Je te laisse arrêter le... Ouais. Tac. Enregistrement.